Bonsoir à tous. On va espérer que ça fonctionne. Bon, comment ça va? En fait, j'allais lancer et là, la connexion est partie. Donc, il a fallu que je me remette sur un autre serveur. Enfin, bon, bref. Bonsoir. Comment ça va? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un problème technique. On dira pas à cause de qui c'est, mais voilà, la personne se reconnaîtra. Coucou Nico, coucou Masque qui fait la rencontre des nouveaux paramètres du bot. Quand j'ai vu les échanges, je me suis dit, oh là là, le pauvre, ça fait un moment qu'il est pas venu, il se fait allumer, il reviendra plus. Mais tant mieux si tu kiffes, alors je suis contente. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Dis-nous, quoi de neuf? Comment ça va? Et coucou mon Katsu. Non, ça va, on fait pas trop de bêtises. Hello Roxy Freud. Tac, 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 tac. Un autre serveur. Ouais, en fait, tu te connectes sur le serveur Europe, Marseille, par exemple. Et là, j'étais sur Marseille 2. Là, je me suis mis sur Marseille tout court. Voilà. Quand j'ai une perte de réseau comme ça, je change. La dernière fois, j'étais en Allemagne. Enfin bon, je sais pas, c'est bizarre, je ne comprends pas. Jenny! Bien joué, bienvenue parmi nous. Tu es là, tu y as pensé. Comment ça va depuis tout à l'heure? J'entends rien, mais je te sens médisante. Du coup, je me suis revengé la pub de l'instant. Tu m'as fait peur, j'ai cru que le micro marchait pas non plus. Là, je me suis dit, ah non, pitié. Mais ok, ben voilà, tu vois, on se fait carbater là en ce moment, Gatsu. Faut qu'on arrête. Et puis moi, médisante, jamais. Vraiment pas. Vraiment pas. Bon, parfait. Bon, du coup, ce soir, on se retrouve pour... le message n'est plus épinglé. Je vais peut-être le remettre si jamais. Voilà. Pourquoi il s'est désépinglé? Parce que j'ai arrêté le live? Ouais, je sais pas. Donc, dernier live sur le thème de la psychanalyse. Donc, on a 26 ou 28 questions, je crois. Voilà. On va pas traîner parce qu'à 21h, il y a Lego Master sur la 6, on s'en fout, à la télé. Et cette année, j'ai bien décidé de suivre l'émission. Donc, voilà, on traîne pas. Enfin, un mot plus haut que l'autre. Jamais, jamais. Je suis c'est quoi l'inverse de médisance? La disance? Je sais pas. Bref, il est que lundi, je suis déjà épuisée. Bon, bref. Donc aujourd'hui, live. Lundi prochain, c'est férié. Il n'y aura pas de live psy. D'accord? C'est le 14 juillet, tout ça, là, là, là. Mais il y aura un live l'après-midi. On va construire le Lego du Martin Pêcheur. Voilà, voilà. J'ai un peu peur parce que il paraît qu'il est compliqué. Donc voilà, bon après ça fait longtemps, donc voilà, ça va nous occuper un peu. Et puis live pour le 11 septembre. Et ça sera fantastique. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode, tu sais, le thème que j'ai Lego, et je vais mettre une caméra sur toi aussi. Ça serait très drôle. Non? Moi, je pense que si. Enfin, on va trouver un truc. Si on va mettre deux caméras, je sais pas. Ou tu seras à côté, mais c'est que tu vas tricher. Ah ben non, on peut pas tricher, non, tu peux être à côté de moi. Si, tu pourras être à côté de moi, parce que là, on va pas faire de blabla. Donc ouais, on va faire ça. Ah bah ça recrache. Quoi? Ça recrache. Quoi? Ça recrache vraiment? Ça pas recrache. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ben à cause de ma langue. Mais non! Mais non! Là, personne peut. Enfin, personne. En tout cas, Twitch ne peut pas comprendre ta règle. Qu'est-ce que tu dis? Là, tout va bien, non? Un live depuis la cave qui. Oui, ça, le live a crash. Ah! Ok. Bon, allez, mettez-vous en place où que vous soyez, dans une cave ou pas, au frais. Et on est parti. On commence avec deux questions. Ça recrache au moment. Ah, bah, je sais pas ce qui se passe. Écoutez, maintenant oui, mais ça crache, ça bug toutes les 5 secondes. Sérieux? Bah, pourtant j'ai la connexion pour le coup qui est stable. Hein. Donc là, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis navrée. Donc du coup, dans le clivage du mois, le mois se scinde en combien de parties? Je garde un œil dessus là, mais
Pour moi, il n'y a pas de variation, c'est pas le souci. Tant pis, hein, on est habitué ici au live qui plante et qui fonctionne mal. Hein. Ok, bien joué. On fait la deuxième question. Connexion Marseille. Mais oui, mais écoute, elle fonctionne bien généralement. Là, j'en ai pris une au pif, mais voilà. Quelles caractéristiques distinguent ces deux parties? Est-ce que l'une est en contact avec la réalité et l'autre a construit une néo-réalité? Est-ce que les deux parties sont indépendantes et se combattent constamment? Est-ce que l'une des parties est uniquement un rêve, l'autre est un souvenir refoulé? Ou les deux parties sont identiques et coexistent en harmonie? Ouf. Ok, alors, donc là vous l'avez compris, hein, on va parler du clivage. Donc, alors attendez, on va mettre ça, voilà, comme ça. Donc, le clivage du moi, c'est une des défenses qui est utilisée par la psyché face à l'angoisse. C'est un processus par lequel le moi va se scinder en deux parties. Donc une qui reste en contact avec la réalité et l'autre, par le biais du délire, par exemple, qu'on a vu la semaine dernière, elle va construire une néo-réalité, une réalité un petit peu parallèle, voilà, c'est pas la réalité. Et en fait, cette défense, elle va protéger le moi contre l'angoisse de morcellement. Morcellement, c'est le fait d'être morcelé, d'être, j'allais dire découpé, pas forcément, mais d'être en plusieurs morceaux. Hein. Et donc, en effet, le moi se casse pour tenter d'éviter sa propre disparition. S'il se divise, en fait, il y a plusieurs mois, donc c'est plus difficile à disparaître. Vous voyez un peu l'image. Alors, Freud, il a défini le clivage du moi comme un mécanisme qui consiste pour le moi à rencontrer une expérience traumatique avec la réalité. En fait, il va avoir deux attitudes psychiques qui vont coexister. L'une qui consiste à reconnaître la réalité et une qui va consister à la méconnaître. C'est un peu les deux opposés. Quoi. Ferenczi, lui, c'est notre psy, hein, il a proposé l'idée qu'il pouvait y avoir des clivages de plusieurs niveaux. Donc il a notamment évoqué des clivages profonds qui vont affecter chez le sujet la possibilité de se sentir. Ça veut dire qu'il ne se sent pas, en fait, il ne sent pas ses émotions, sa subjectivité, il ne se ressent pas, en fait. Et c'est la raison pour laquelle il va parler de clivage. C'est la façon dont le sujet est présent à lui-même et à sa propre subjectivité. Et lorsqu'on ne se sent pas, on est absent à nous-mêmes. Et donc le clivage s'opère dès le début de la vie psychique, lors des premières relations du sujet avec son environnement, et ça va affecter la possibilité du sujet à devenir le sujet de ce qu'il sent. Et donc ça va être une forme de désubjectivation, il ne peut pas devenir sujet. Voilà, on est bien dans la psychanalyse profonde, là, voilà. On repasse à deux prochaines questions. Dans le clivage de l'objet, comment le moi réagit-il face à l'objet? Il fusionne avec l'objet et perd toute distinction. Et le moi n'est pas coupé mais déformé, il se détache complètement de l'objet et le rejette, ou il devient totalement indifférent à l'objet. Ah ouais, pointu. Ah, même toi tu trouves ça pointu. Ok. Mais en attendant, tu fais les points. Deuxième question. Dans le clivage du moi, à quoi correspondent les deux parties? L'une porte les bons aspects et l'autre les mauvais. L'une porte uniquement des aspects neutres, l'autre les bons. Les deux parties sont indistinctes et équilibrées, où l'une des parties est toujours positive, l'autre toujours négative. Check en même temps où on en est du coup au niveau du sondage et ouais, il n'y a pas trop de surprises. Donc oui, effectivement. Alors, à la différence du clivage du moi, dans le clivage de l'objet, le moi il va pas être coupé, il va juste être déformé. En fait, c'est l'objet lui-même qui va être scindé en deux parties. L'une est porteuse des bons aspects et l'autre est porteuse des mauvais. C'est un peu compliqué, effectivement, mais j'ose espérer qu'après ça, c'est un petit peu plus compréhensible, vraiment. Et coucou Molaire, comment ça va? Donc,
La notion de clivage de l'objet va être introduite par Klein en 1929. Et donc, elle va noter la manifestation de sentiments contradictoires chez l'enfant envers les objets. Elle a observé des sentiments très agressifs et violents qui vont être manifestés à l'égard des objets avec lesquels jouait l'enfant. Et donc, Klein, elle a interprété ces manifestations comme étant une réaction à la perte de la réalité de l'objet et comme des séquelles de la toute petite enfance. L'objet n'était plus une personne capable de sentiments. Du coup, l'enfant, il le transformait en un objet totalement aimé ou totalement haï, et il n'y avait plus de place pour des sentiments mixtes. C'est soit tout est bon, soit tout est mauvais. Et donc, Klein considérait alors que le moi précoce n'était pas pleinement en mesure d'intégrer les impressions liées à son premier objet. Et donc, on a souvent cet exemple donc, de la mère, et donc le sein de la mère qui nourrit. Il apparaissait donc totalement bon car il nourrit, ou totalement mauvais lorsqu'il frustrait le bébé. Et donc, au fur et à mesure que le moi se développe, il devient capable de reconnaître que les bons et mauvais aspects de l'objet n'appartiennent finalement qu'à un seul et même objet. On peut être bon et mauvais à la fois, c'est pas pour autant qu'on est divisé en deux. C'est chaud, je sais, c'est très chaud. Donc, deux dernières questions sur le clivage et après c'est bon. Quel est l'objectif principal du clivage dans la gestion des émotions? Annihiler toute forme de conflit interne, renforcer la perception de la réalité et éviter tout sentiment négatif, créer un équilibre parfait entre les différentes émotions ou réduire l'anxiété et maintenir l'estime de soi. Là, on a un petit peu de tout. Au moins, on est pas mal. Ouh, sacré remontada. Deuxième question. Quel est le principal problème lié au clivage? Il rend le moi plus cohérent et uni. Il permet de créer une conscience de soi parfaite et harmonieuse. Il mène directement à une meilleure acceptation de la réalité où il implique une partie de déni. Yep. Bien joué. Donc, pour finir sur le clivage, 3 bonnes réponses d'affilée, bravo. Donc en résumé, le clivage il va consister à faire coexister au sein de la même psyché deux attitudes envers la réalité extérieure. L'une, elle tiendra compte de la réalité, alors que l'autre, qui sera aidée donc du déni, va la remplacer par une réalité qui va dépendre de son désir. Et donc ce mécanisme, il permettra d'éviter une tension psychique que la prise de conscience pourrait provoquer chez l'individu. Et donc le clivage, il est alors efficace pour réduire l'anxiété, maintenir l'estime de soi, mais il va impliquer une partie de déni, et c'est là quand même la problématique. Ah ben écoute, au moins tu tentes, Nico, c'est bien. On passe à un autre contexte, un autre concept, je n'ai plus les mots. Le transfert est un mécanisme où les désirs inconscients du patient sont projetés sur qui? On est sur le transfert. Donc ça, ils vont projeter sur les autres patients en thérapie, sur la famille de l'analysant, sur le thérapeute ou sur les souvenirs d'enfance de l'analysant. Exactement, Molaire. L'important, c'est d'essayer de participer et on est là pour apprendre des choses. Après, il y a des notions qui sont assez complexes quand on n'est pas du domaine et ça, je l'entends très bien. Effectivement. Alors, le transfert, ça va être un mécanisme de projection des désirs inconscients de l'analysant, donc la personne qui vient consulter en thérapie, sur son thérapeute. Et donc le transfert, il va être lié à nos habitudes, nos automatismes qui proviennent de notre enfance et qui révèlent une partie de notre fonctionnement. On a deux autres questions à ce sujet. Comment est défini le transfert positif? C'est lorsque le thérapeute est perçu positivement et qu'il est aimé. C'est quand le thérapeute est vu comme une figure parentale neutre. C'est quand l'analysant ne ressent aucune émotion envers le thérapeute ou c'est lorsque le thérapeute est perçu comme un ennemi. Ok, on est pas mal.
Deuxième question. Dans quel cas le transfert est-il dit négatif? Lorsque le thérapeute suscite de la haine chez l'analysant, lorsque l'analysant est indifférent au thérapeute, lorsque l'analysant ressent une admiration excessive pour le thérapeute, ou lorsque l'analysant idéalise le thérapeute à l'extrême. Ok. Bon. Alors. Très bien. Oh, le plus gros combo avec 6 bonnes réponses d'affilée. Bien joué. Alors, on va parler de transfert positif quand le thérapeute va être vu de manière positive et qu'il est aimé. Et donc le transfert est dit négatif lorsque le thérapeute suscite de la haine chez le sujet. Ce soir. Eh ben écoute, voilà, ce soir, c'est un soir moins. Voilà. Donc au sujet des transferts positifs, on va observer le transfert à un être tout-puissant, idéal, vecteur d'un présupposé savoir, de bienveillance, de pouvoir, de protection. Voilà, on va voir son thérapeute un peu comme son père, son protecteur, ce genre de choses. On va voir le transfert à la mère ou au père aimant, vecteur de tendresse et d'amour. Bon, voilà, on va vouloir... on aimerait que notre thérapeute, voilà, il nous apporte de l'amour, il soit tendre avec nous, affectueux, tout ça. Ensuite, au sujet des transferts négatifs, on peut observer le transfert à la mère ou au père castrateur, vecteur de sentiments hostiles et d'agressivité. Donc là, c'est que le thérapeute, il va révéler en nous des choses qui... Voilà, on va avoir un petit peu envie de les triper, et parce que voilà, ça le ramène à l'image du père ou de la mère qu'il a. Et donc, ce type de transfert au cours de l'analyse, ça peut prendre un petit peu parfois des airs de règlement de compte. Et les résistances de l'analysant, donc de la personne qui consulte, elles vont être certainement plus fortes que tout. Mais le travail analytique, lui, il sera tout autant efficace. Un transfert, qu'il soit positif ou négatif, il apporte quand même quelque chose à la thérapie. Et c'est très important et intéressant de l'analyser. Et donc, ça sera grâce à la prise de recul du thérapeute que l'analysant pourra comprendre ses sentiments hostiles et agressifs. Et c'est bien le type de transfert qui est négatif et non pas le travail analytique qui l'implique. D'accord? Toute émotion, qu'elle soit positive ou négative, va apporter quelque chose à la thérapie. Et le thérapeute, il ne doit pas prendre pour lui, en fait, les sentiments que l'analysant va faire ressortir. C'est-à-dire que s'il y a des sentiments hostiles, s'il y a de l'agressivité, il ne faut pas le prendre pour soi. C'est juste que ça réveille quelque chose chez le patient qui conviendra d'analyser. Et donc, voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais transfert. Dans tous les cas de figure, les résistances qui ont été mises en place, elles seront déterminantes. Toujours du positif dans la thérapie. Donc là, on a vu le transfert et on a aussi le contre-transfert. Donc, dans le phénomène de transfert, notre analyste, il devient le support inconscient de nos projections qu'on transfère sur lui. Donc, généralement, on vient de le voir, c'est nos sentiments qui sont parfois même refoulés. J'ai vraiment du mal. Hein. Et là, du coup, on va parler de ce qui se passe chez l'analyste, le contre-transfert. Donc, le transfert, c'est ce que l'analysant, donc la personne qui va consulter, va projeter sur son analyste. Et là, c'est l'inverse. C'est l'analyste qui va projeter sur le patient. Et bah ça en mode... Ah ouais, non mais complet, j'ai complet. Je sais pas. Je sais pas, je me transforme, qu'est-ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que le contre-transfert? C'est l'ensemble des émotions ressenties par l'analysant pendant la séance, c'est l'ensemble des réactions éprouvées par le thérapeute lors de son écoute, c'est les réactions du thérapeute quand il est en désaccord avec l'analysant, ou c'est le processus par lequel le thérapeute analyse ses propres problèmes personnels. Ok, on est pas mal. Donc effectivement, ça va être l'ensemble des réactions éprouvées par le thérapeute quand il va écouter du coup son analysant. Ce qui va le toucher, l'énerver, l'émouvoir, le déséquilibrer ou même l'agacer.
Et donc c'est un phénomène qui va nous rapporter des renseignements sur l'analyste, mais aussi sur son patient, parce qu'il y a, il y a des fortes chances que le patient fasse éprouver à son analyste, oh là là, que ce que le patient fait éprouver à son analyste, mais il le fasse éprouver aussi à d'autres personnes. Donc plutôt que d'être perturbé par ça, par cette sensation, ce ressenti, ben, l'analyste il pourra s'en servir pour progresser dans sa connaissance de soi et de l'autre. Oui, voilà, on sait pas tout ce qui peut se passer, hein, voilà, c'est le live des possibles, et tu l'as dit, c'est le live du ban, visiblement, donc qui sait. Donc, à la base, l'analyste, il ne devait rien laisser paraître de ce qu'il ressentait en séance. Et bon, il s'avère que ça reste quand même une erreur d'agir comme ça, parce que ça crée de la confusion chez le patient, et ça peut même mener à des impasses. Donc il est important que le thérapeute il fasse part, lorsque c'est utile à la thérapie, de ce qu'il ressent. Comme je vous l'ai dit souvent, il y a beaucoup de règles en psychologie, en psychanalyse. À la fac, on va vous apprendre des cadres à tenir, des choses un peu assez rigoureuses. Mais la réalité, c'est qu'après, quand tu es sur le terrain et que tu es en consultation, ben, en fait, le fait d'être soi et de se montrer humaine et de montrer qu'on ressent des choses, ça aide beaucoup les patients. Donc moi, je serai toujours pour ça plutôt que d'être un glaçon et de ne rien laisser paraître et faire des poursuivez. Voilà. On passe à un autre concept qui va peut-être plus vous parler. Quelle définition correspond à l'empathie? C'est ressentir les mêmes émotions qu'autrui sans pouvoir les différencier, c'est la capacité à ignorer les émotions des autres, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, ou c'est la capacité à comprendre les sentiments des autres sans les ressentir. Vous l'avez certainement remarqué depuis tout à l'heure, il y a des réponses qui sont un peu tronquées. Parce que il y a un nombre de caractères minimum, et parfois c'était assez compliqué. Mais bien joué. Donc effectivement, selon la définition du dictionnaire, oh là là, mais il faut que j'aille voir un ORL, c'est pas possible. Les cadres enseignants vous apprennent la menuiserie au cas où. Voilà, tout à fait. Décidément, ce soir, j'ai droit à de ces vannes, c'est incroyable. Je parle pas que pour toi, Katsu, mais j'ai des blagues à un niveau, c'est fantastique. Je suis chanceuse. Oh là là. Alors, donc, selon le DICO, l'empathie, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Et donc, selon Tisserand, qui est un psy, d'accord, assez connu, l'empathie, elle aurait trois composantes. Une empathie émotionnelle affective, une empathie cognitive et une empathie mature. Donc, comme vous vous en doutez certainement, on va voir qui elles sont. Que permet l'empathie émotionnelle? De ressentir exactement les émotions des autres, de se détacher des émotions d'autrui pour ne pas être influencé, de transformer les émotions d'autrui en émotions propres et personnelles, ou d'identifier les émotions d'autrui sans forcément les partager. T'as tout compris. Je m'entraîne pour le live des 2 ans, pour le quiz. Comme ça, je serai au top. Ok, pas mal. Alors, l'empathie émotionnelle, elle va nous permettre d'identifier les émotions d'autrui sans forcément les partager. On voit que notre ami est content pour X raisons, mais c'est pas pour autant qu'on va l'être aussi. Voilà, il est content, bon, c'est bien, mais nous, la raison de pourquoi il est content, ça nous rend pas forcément content non plus. Et comme on dit, si c'est non, c'est pas grave. Il s'appelle Tisserand avec un T, comme tonton. Voilà, bon, on continue. Qu'est-ce que l'empathie cognitive? C'est la capacité de comprendre mais de ne pas ressentir les émotions de l'autre, c'est la capacité de juger les actions de l'autre, c'est la capacité de ressentir exactement les mêmes émotions que l'autre, ou c'est la capacité de comprendre que l'autre a une vie mentale différente de la nôtre. Ah oui, tu les notes tes scores, Nico? Ok, pas mal. Alors, l'empathie cognitive va nous permettre de comprendre que l'autre, il a une vie mentale différente de la nôtre. Donc, on voit que notre ami est content, toujours le même exemple.
on comprend pourquoi il est content, mais c'est pas pour autant que ça va nous rendre heureux aussi. Voilà, c'est un peu la même idée. Sauf que là, on a la compréhension. On comprend pourquoi il est content. Voilà, il est content, c'est cool. Mais bon, c'est pas pour autant que nous aussi, on l'est. Ah, Cicéron, on parle pas du même. Mais non, mais t'as compris Cicéron quand j'ai dit tisserand? C'est peut-être ça, c'est surtout ça en fait. Mais bravo Nico, toujours le même pote. Oui, oui, toujours le même, voilà. Et donc on va continuer hein, avec le même pote. Donc, que caractérise l'empathie mature? C'est la capacité de comprendre les sentiments de l'autre sans les ressentir. C'est la capacité de se protéger émotionnellement de l'autre. C'est la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. C'est la capacité de résoudre les problèmes émotionnels de l'autre. Ok. Alors non, sachez que les problèmes émotionnels de l'autre, il n'y a que l'autre qui peut les résoudre. Voilà. Nos problèmes, il n'y a que nous pour les résoudre. Vraiment, dites-vous ça. Donc, du coup, bien joué. Très bien joué pour le point. Donc, l'empathie mature, ça va être une combinaison des deux précédentes. C'est la capacité de nous mettre émotionnellement à la place de l'autre. On a notre ami qui est content, on comprend pourquoi, et à sa place, on serait content aussi. Ah ouais, si j'entends avec chacun. Mais ça suffit! Oh, cette balle que tu m'as envoyée, je suis fatiguée, je m'étouffe avec mon nez à cause de, je pense, la clim. Je pense que là, c'est plus les allergies, c'est la clim. Donc, excuse-moi. Ah ouh, mais t'inquiète, on aura un interprète. Les conversations de sourds, tu vas voir, ça va être sympa. Oh yo yo. En plus, hein, je passe à 30 ans, donc niveau physique, ça risque de se réduire, donc plus d'audition, plus d'élocution non plus. Tu vois, en fait, c'est le déclin qui est en train de se passer là. Oh, catastrophe. Bon, alors, pour mieux comprendre ces trois dimensions, Cicéron, avec un T comme tonton, il va donner l'exemple des étudiants en médecine qui se retrouvent à travailler aux urgences. Donc, face aux individus qui souffrent, parce que quand on va aux urgences, quand on vient pas pour... bon, bref, quand on va aux urgences et qu'on souffre, ben, y a certains qui vont être submergés par leur empathie affective et qui vont s'évanouir. C'est un petit peu con quand on travaille aux urgences. Mais voilà, trop d'empathie affective, ils s'évanouissent. D'autres, ils vont écouter que leur empathie cognitive, ils vont ignorer les patients qui se plaignent et qui n'ont pas de graves problèmes. Cognition, cerveau, voilà. Tu te plains, est-ce que c'est vraiment grave ce que tu as? Non, allez, tu restes dans un coin. On cherche vraiment la cause urgente. Et ceux qui vont avoir une empathie mature, ils vont prendre le temps de rassurer les premiers patients qui se plaignent, qui ont peur, que voilà, en leur expliquant que d'autres, ils ont besoin d'être soignés avant eux. Et je ne vais pas continuer, mais vous avez compris l'idée. Voilà, parce qu'après on va partir dans un débat sociétal, voilà, donc non, on oublie. Ça qui prendra 10 ans en une semaine. Mais non! La dégénérescence précoce mal. Quand on vient, pas dès que. Quand on vient, pas dès que l'on pète de travers. Je traduis le. Non mais. Masque, tu es là, tu nous avais abandonnés. Parce que j'ai entendu pas forcément la bonne chose. Quoi? Quand on vient pas dès que l'on pète de travers. Ah oui. Ah oui, d'accord, tu traduis ce que j'ai. Oui, c'est bon. Non mais oui, c'est ça. Donc, on a aussi l'empathie réciproque, qui va être notre capacité à nous mettre à la place de l'autre, mais d'accepter que celui-ci puisse se mettre à la nôtre également, ressente ce que l'on ressent et comprenne ce que nous pensons. Voilà, c'est bien d'avoir de l'empathie pour autrui, mais c'est bien aussi d'accepter celle que l'autre a pour nous. Il va aussi exister une empathie pour soi qu'on va développer enfant, et ce processus il se développe en plusieurs étapes. L'enfant il va d'abord être capable d'identifier ses propres émotions, donc ce qui peut être généralement compliqué concernant la colère ou la honte, c'est toujours deux émotions qui sont un petit peu complexes quand on est enfant. Ensuite il va en comprendre les raisons, comprendre pourquoi il est content, pourquoi il est triste, pourquoi il est en colère, et il va accepter que l'on puisse avoir plusieurs points de vue sur une même situation. Bon, ça voilà, on travaille un petit peu la frustration avec les enfants à ce niveau-là, hein, mais bon, voilà.
quand il comprend et qu'il accepte qu'il y a d'autres points de vue, c'est déjà bien gagné. C'est que chez moi que ça bug. Ben, je sais pas. Peut-être pas, hein. Mais moi, mon live, il est stable. Donc après, j'ai pas plus d'informations. Je ne me base que sur les données que j'ai. Donc on accepte. Quel est le risque de se faire empâter? Demande à Botchou. Il va savoir. À Freddy, je sais même plus comment il s'appelle. Je suis tellement habituée à parler à Botchou. Freddy, je sais plus. Sigmund Bot. Et donc, c'est bon chez moi. Bon, ça me rassure. Ça va. C'est Katsu qui a décidé de ne pas être aligné avec moi aujourd'hui. On le sent, on l'avait bien compris. Donc, en thérapie, l'analysant est évidemment, logiquement, doté d'une grande empathie. D'accord? Enfin, c'est plutôt, oui, l'analyste, mais ouais. Donc, en effet, on va pas dans la thérapie, on va pas tenir compte de nos propres principes, jugements, valeurs, croyances, tous ces éléments qui pourraient nous limiter dans notre compréhension de l'autre et dans notre accompagnement. Et grâce à l'empathie, en fait, ça va nous permettre de pouvoir poser les bonnes questions quant à la perception du monde, la perception des choses que l'autre vit, pour approfondir la connaissance et encore une fois, accompagner du mieux possible. Bah ouais, c'est ça, Katsu. Et donc, il faut faire attention parce qu'on aurait tendance à confondre empathie avec compassion, sympathie et altruisme. Et donc, évidemment, nous allons essayer de savoir quelle est la différence entre ces trois. Ce sont les prochaines questions. Angers, Regarde Marseille, et ici, c'est pareil. Ah là là, on va la mettre cette musique, hein, tu le sais. Bon, bref. Quelle est la définition de la sympathie? C'est une relation entre personnes ayant des affinités, c'est la capacité de comprendre les difficultés de l'autre sans être affecté, c'est une forme d'empathie cognitive où l'on comprend les émotions de l'autre, c'est une relation où les émotions sont totalement absorbées par la personne. Mais après, est-ce que la théorie venait vraiment de lui? Ouais, certainement, s'ils en ont pris son nom, mais... Puis est-ce que comme pour tout, ça n'a pas dérivé aussi, tu vois? Donc effectivement, la sympathie, c'est relation entre personnes qui, ayant des affinités, se conviennent, se plaisent. Quelle définition correspond à la compassion? À te déréveiller. Si tu savais toutes les façons que j'ai prévu de te réveiller. Il a pas entendu cette phrase. Mais quel dommage. Donc la compassion, un sentiment de tristesse qui est dirigé uniquement vers soi-même, un sentiment qui pousse à ignorer les souffrances d'autrui, un sentiment qui pousse à aider autrui pour obtenir quelque chose en retour, un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Si j'ai entendu, j'ai peur. Mais t'avais pas la pub. Donc effectivement, la compassion, sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Voilà. On compatit, tout ça, tout ça. La compassion. Bref. Comment peut-on définir l'altruisme? C'est une disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui, c'est une tendance à se concentrer uniquement sur ses propres besoins et désirs, c'est un comportement motivé par le désir de se faire apprécier par autrui ou c'est la volonté d'aider les autres uniquement lorsqu'on en a le temps et l'énergie. Je suis passée sur le téléphone, la pub bug. Ah ben. C'est pas notre soirée, Katsu. C'est pas... Tant pis, hein. On a... Ok. Donc... Oh, 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Alors, l'altruisme, c'est la disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Et c'est opposé à l'égoïsme. Et donc, on a Rogers avec un R comme Robert. L'empathie, c'est ressentir le monde intérieur du client avec la signification qu'il a pour lui, le ressentir comme s'il était son monde à soi, sans jamais perdre la qualité de comme si. Voilà, débrouillez-vous avec ça. J'ai répondu la bonne, mais j'aurais répondu la chose étant cynique. Ah oui, non mais on n'est pas là pour être cynique. D'accord?
Ah ouais, voilà, l'école moderne. Hmm, d'accord, d'accord, d'accord. Non, a-t-on vraiment envie de le connaître? Prochain concept. Que désigne la résistance en psychanalyse? Stratégie mise en place pour résister à la libération de l'inconscient, incapacité à se souvenir des événements traumatiques du passé, désir de changer immédiatement les aspects négatifs de la personnalité ou acceptation immédiate des vérités inconscientes révélées en thérapie. J'ai chaud en plus, il fait 30 jours, c'est pareil. Je suis même pas sûre que ça redescende en fait la nuit. Ok. On va faire la deuxième question. Selon Freud, que signifie la présence de résistance? Prise de conscience pour l'individu de la problématique qu'il s'efforce d'enfuir. Cela indique que l'analysant ne souhaite pas résoudre ses problèmes. Ça montre que le thérapeute n'a pas su établir une bonne relation. Ça traduit une faiblesse du thérapeute à comprendre l'inconscient. Sinon, je peux être... Non. Comment ça, on n'est pas là pour ici, je le sache. Et contre les philosophes grecs classiques. Mais si. Ah si. J'adore le cynisme en plus. Attention. Si on veut répondre au quiz correctement et qu'on veut manger cette semaine, il vaut mieux, voilà, éviter le cynisme. Donc, je viens de capter que j'ai un grand papier de Baldur's Gate à côté de moi, alors que j'en ai plus besoin parce que j'ai fini Baldur's Gate. Bref. Donc, le phénomène de résistance, ça désigne les stratégies mises en place par l'individu de manière consciente ou inconsciente pour résister à la libération de son inconscient. Donc l'individu, il s'assure d'interdire l'accès à ces contenus cachés. Et donc en thérapie, il pourra alors parfois refuser certaines associations libres, changer de sujet, se mettre en colère. Quand il y a ce type de réaction, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et selon Freud, s'il y a résistance, c'est que c'est un premier signe de prise de conscience pour l'individu de la problématique qu'il s'efforce d'enfouir, et de fuir aussi. Bon, Patrick s'est résigné, il va pas manger cette semaine. C'est ça. On s'est plutôt résigné, je pense. Ça, vous voyez, par exemple, j'ai une patiente actuellement où on parle énormément. Donc, l'analyse, ça se passe très très bien. Il y a beaucoup d'approfondissement des notions, tout ça. Enfin, c'est hyper fluide. Et là, depuis quelques temps, on aborde un sujet particulier et elle bloque au complet. Et ça va même se traduire par des migraines. Enfin, c'est impressionnant parce que la pauvre, elle n'arrive pas. C'est bloqué. Généralement, toutes ces idées, elles fusent. Elle arrive à réfléchir, à développer et tout. Et là, c'est le néant. Et c'est là que c'est hyper important et hyper intéressant parce qu'on sait qu'il y a quelque chose là qui résiste et qui ne veut pas sortir. Oui, c'est la chaleur. Exactement, Nico. Merci. Tu es dans la compassion là. Oui, mais en plus, j'ai le nez pris, ça me saoule. C'est pareil, t'as compris, Katsu approximatif, c'est ça. On va l'appeler comme ça le quiz. T'as raison. Voilà, parce que pour les 2 ans, nous allons faire des quiz, évidemment, comme l'an dernier. Et on va avoir un autre quiz bonus qui sera parler le Katsu. Et donc, on va réfléchir à ce qu'on va mettre dedans. Ensuite, donc, on est toujours sur les résistances. Hein. Quelle est l'origine de la résistance selon Freud? Causée par un manque d'intérêt de l'analysant pour la thérapie, résulte d'un manque de motivation à changer de la part du patient, ça survient lorsqu'un thérapeute est perçu comme trop autoritaire ou ça provient de la crainte de l'intrusion dans la vie psychique. Très bien. 5 bonnes réponses d'affilée, bravo. Donc la résistance, ça va provenir de la crainte de l'intrusion dans la vie psychique. Ouh, je me suis mordue. Dans la vie psychique qui risquerait donc une répétition de traumas anciens. Donc, dès l'enfance, on va apprendre à éviter la souffrance en se fermant à l'intrusion pour gérer au mieux les situations traumatiques. Ça en soi, c'est normal, c'est naturel, et voilà, on se protège, c'est logique. Hein. Et donc en thérapie, les peurs, elles vont être évoquées, exprimées, racontées, développées, et elles vont devenir alors de moins en moins effrayantes, et le moi se sent de moins en moins en danger. Donc le moi, il accepte de voir ce qui s'est mis en place, il comprend ensuite pourquoi ça s'est mis en place, et donc il peut diminuer sa protection, l'ajuster, l'élever si besoin, il va s'adapter.
Euh, Ça vient de la France comme le pinard et le saucisson maintenant. Il a... Terrible. Terrible. Alors, je ne sais imiter personne. Je ne sais pas faire. Et dernière question sur la résistance. Qu'indique la résistance? Que le patient est prêt à accepter tous les aspects de sa réalité psychique, qu'elle est un indicateur des conflits infantiles non résolus, que l'analysant a résolu ses conflits internes et n'a plus besoin de thérapie, ou ça témoigne de la volonté de l'analysant d'éviter toute forme de confrontation. Ok. Alors, la résistance, ça va être un indicateur de conflit infantile non résolu. Et donc, il serait intéressant d'analyser ces résistances, mais il ne faut surtout pas les brusquer. On y va à un rythme voilà, qui conviendra au patient. Alors, comment peuvent s'exprimer ces résistances en thérapie? Il peut y avoir, par exemple, une trop grande préparation des séances pour éviter les blancs, les silences, l'inattendu, l'expression spontanée. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là où l'inconscient va pouvoir se manifester et le patient, il va faire en sorte de tout bloquer. Donc, il va tout préparer, voilà, pour éviter qu'il y ait trop de choses qui surgissent. Ensuite, on va avoir la banalisation des propos. On va aborder que des sujets superficiels, ça va être du bavardage, l'utilisation de clichés, enfin voilà. Là, le patient il va nous raconter un peu sa semaine, sa journée, voilà, enfin, des trucs un petit peu qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui sont très intéressants, hein, mais qui vont pas forcément alimenter la thérapie. Il peut aussi n'avoir rien à dire. Ça va être le vide, l'ennui, je pense à rien, j'ai rien à dire. Bon, voilà. C'est plutôt long, les séances comme ça. Parce que là, du coup, va falloir creuser, poser des questions, insister. On peut avoir aussi l'absence d'émotion et d'affect. Un discours plat, monotone, sans expression affective, une superficialité du discours. Tout va bien. Bon, si tout va bien, pourquoi tu es là? C'est un petit peu... Là aussi, c'est long. Hein. Parce que bon, les gens qui viennent te voir et que tout va bien, alors oui, c'est bien, tout va bien. Mais bon, si t'es là, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Hein. Il va y avoir l'évitement de certains thèmes. Alors, on peut éviter certains thèmes parce que c'est tabou, parce qu'on n'est pas trop à l'aise, ou en début de thérapie, et ça, c'est normal. Mais bon, tout ce qui va être sexualité, argent, comportement honteux ou culpabilisant, etc., voilà. Au début, ok, mais s'il y a eu des traumas, s'il y a des problématiques derrière tout ça, on va tenter de les éviter, alors qu'au final, c'est les sujets dont il faut qu'on parle. Et c'est un peu dommage. Si l'envie de coucher, ça vous agace, on n'a rien à dire. Voilà, par exemple. Oui, 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 ça c'est une question basique qu'on demande à chaque fois. Tout à fait. La fuite de la relation à l'analyste. Ils vont éviter notre regard. Ils vont idéaliser l'analyste. Voilà, ça va être des choses un petit peu comme ça. Ils vont penser que la thérapie est terminée. Bon, voilà. Bah écoute, si tu penses ça, ok, ok. Tu reviendras peut-être vite, mais ok. La gênance, mais non. L'oubli de séance, des déplacements continuels, des retards fréquents, l'oubli de payer, tout ça c'est très parlant. Alors on peut être un véritable connard aussi. Ça, voilà, ça, c'est autre chose. Mais tout ça, ça peut être des choses parlantes quand c'est des personnes qui sont sérieuses, qui ont pourtant envie de travailler. Mais voilà, les oublis, on est en retard. Bon, ça peut être assez intéressant. Et j'avoue, je fais toujours le problème, mais je suis pas. Voilà, elle est connue celle-là. On passe à, je vais dire au dernier, mais pas du tout, à l'avant-dernier concept. On a bientôt fini. Et oui, oh, il y a bientôt l'Ego Master. On y va, on y va. La rationalisation est souvent confondue avec quel autre concept? L'intuition, l'intelligence, l'empathie ou la volonté de changement? Ouais, là je me dirais, ok, alors, comment ça se passe? Depuis quand? Que non, je sais même pas si je saurais, je sais pas. Je saurais même pas dire. Je sais pas ce que je dirais. Ok. On a deux autres questions. Et on fait le blabla après. Quelle est la fonction principale de la rationalisation?
justifier un comportement inacceptable avec des explications rationnelles, résoudre les conflits émotionnels sans passer par des justifications, accepter les émotions négatives et les exprimer librement, ou analyser les comportements de manière objective. Elle a déjà entendu pire. Ouais. Ouais. Mais tu vois, presque, je suis déçue parce que j'ai une seule anecdote bien chelou. Tu vois? Alors c'est mieux, c'est bien, c'est sûr. Je peux pas dire, oh, j'aurais aimé avoir plus de charbé, mais bon. J'ai la seule anecdote et je me dis c'est toujours la même. Tu sais, un peu la vieille pie qui rate de tout là, c'est nul. Mais c'est mieux aussi, quand même. Bon, j'en ai eu quand même plusieurs, hein. Bon, bref. Oh là là, bien joué. Et donc, dernière question à ce sujet, comment l'individu réagit face à ces conflits émotionnels lors de la rationalisation? Il y a pire, mais vous savez que votre mère est morte, oui, c'est... Ah non! Mais oui, 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 il y en a comme ça, malheureusement. J'en ai lu beaucoup dans mes trucs de tueurs en série, là. En réponse, ça m'a pas changé d'ailleurs, elle a toujours été froide avec moi. C'est excellent! Oh, les deux ensemble, vous êtes terribles. C'est horrible, hein. Oh là là. Ah ben voilà, un petit peu de tout, au moins comme ça. Oh, on a un petit lapin qui nous a fait 3 bonnes réponses d'affilée, c'est bien. Alors, la rationalisation, elle est souvent confondue avec l'intelligence. Ici, l'individu, il cherche des explications rationnelles, mais qui ne sont pas forcément justes, pour justifier un comportement inacceptable. Voilà, on essaie de colmater le truc en fait, hein. Et donc, il va répondre aux conflits émotionnels ou aux facteurs de stress en dissimulant les motivations réelles de ses propres pensées, sentiments ou actes derrière des explications complaisantes mais erronées. Voilà. On arrange vraiment le truc à sa sauce parce que, bon, on a un peu honte de la réalité. Donc, c'est un comportement qui pourrait être rapproché de la mauvaise foi, finalement, parce que la rationalisation, elle serait destinée à autrui, parce que le moi, il ne peut pas se cacher à lui-même ses véritables motivations. L'idée, ici, en fait, ça va être de sauvegarder aux yeux des autres une certaine image de soi. Donc, on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, clairement. Donc, plus individuellement, rationaliser, ça permet de construire une série de jugements qui vont nous empêcher d'affronter une réalité concrète. Donc, par exemple, lorsqu'on essaie de se rassurer, quand notre partenaire est distant et froid, et qu'on va se dire, oh, ben, c'est à cause du stress au travail, voilà. Alors qu'en fait, c'est juste à cause de nous, de la relation, et que voilà. Donc, en fait, là, on va pas prendre en considération la véritable réalité de ce comportement. On se rassure en se disant, bah, c'est le stress au travail, voilà. Et on cherche pas plus loin, voilà. On rationalise, on se rassure, on est un petit peu dans le déni. Donc la rationalisation, elle permet la création d'arguments qui paraissent plausibles, parce que c'est vrai, le stress au travail, c'est une raison plausible, hein, mais pour justifier quelque chose qu'on ne veut pas accepter. Donc on va tenter de se convaincre que finalement, c'est pas si grave, mais bon, il y a malgré tout un risque qui sera de se perdre dans ces mêmes erreurs. Et donc de ne pas regarder en face ce qui nous fait souffrir, et qui donc nous plonge dans le déni et dans une souffrance constante. Voilà. Dernière question sur la rationalisation. Qu'est-ce qui sous-tend la rationalisation selon la psychanalyse? Oh, mais non! Vous êtes horrible! Aïe, 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 aïe. Ok. Bien joué. Bien joué. Alors, sous la rationalisation, il va se trouver dans notre peur et notre résistance face au changement. Parce qu'en fait, vu on va préférer trouver une excuse un peu bidon, plutôt que de vouloir la véritable problématique qui impliquerait un changement, bah voilà, c'est qu'on en a peur, on a peur du changement. Donc, il est évident que personne n'aime se retrouver face à ses blessures, ses faiblesses, mais la première des questions à se poser, c'est pourquoi? Lorsqu'un événement se produit d'une façon que nous n'avions pas prévue, et ça c'est souvent le cas, il vaut mieux se demander pourquoi ça s'est produit
prendre le temps de réfléchir et d'analyser la situation avant de faire des conclusions hâtives et qui seraient un petit peu trop rassurantes. Alors ça, il y a deux cas de figure. Soit on va faire ça, soit au contraire, on va faire des conclusions hâtives, mais qui ne le sont pas du tout. Mais ça, c'est un autre sujet. On est avec les distorsions cognitives dont on a parlé il y a quelques semaines. Et donc, il serait important de reconnaître, d'accepter, mais qu'on n'est pas parfait, qu'on a nos faiblesses, et que plutôt que de trop se rassurer, il faut prendre le temps de penser ses blessures. Hein. C'est important. Oh là là. Bah ça va, t'es bien. T'es bien, Jenny. Ça va? Alors là, autre concept, il n'y a pas de question, voilà, c'est cadeau, de la psychanalyse en plus gratuit, voilà, faites-vous plaisir. L'isolation. Donc dans l'isolation, on est bien en psychanalyse, hein, on n'est pas en construction. Le moi, il va se débarrasser d'une pensée ou d'un comportement qui charge le contexte affectif. Par exemple, sourire lorsque la situation est pénible ou raconter sans émotion une chose qui pourtant nous envahit d'émotion. On isole vraiment le problème, on laisse rien paraître. Et donc en utilisant l'isolation, c'est comme si nous pensions qu'une dangereuse contagion était possible entre les éléments. Et l'isolation, elle se place alors comme un cordon sanitaire qui permet de neutraliser cette contagion. Oh là là, tu peux remettre de la graisse. Mais vous êtes affolés. Oui, tu vas dire pas mais trop tard. Bon, alors, enfin le dernier concept qui est... Ah ben je sais pas, je vais pas le dire alors. Que se passe-t-il lorsqu'un individu ressent un désir inconscient qu'il rejette? Non, je regarde en même temps, mais ok, donc il accepte le désir inconscient et agit en conséquence, il commence à rationaliser ce désir pour en faire une pensée acceptable, il ignore complètement le désir inconscient sans y répondre, ou il déclenche une formation réactionnelle. Si, c'est bon, j'ai bien fait. Putain, mais vous me dégoûtez. Mais vous êtes affolé complet. Heureusement que le chat ne s'affiche pas là, hein. Dois-je vous rappeler que ça va sur YouTube? Et avec les millions de vues que j'ai sur YouTube, ça craint. Nous sommes en train de désespérer notre streameuse. Non, non, mais j'ai faim du coup. J'ai pas mangé encore. Donc, ok, bien joué, bravo, dernière question, super. Donc la formation réactionnelle, elle se déclenche lorsqu'un individu ressent un désir inconscient qu'il rejette de façon consciente. Et donc, il va développer la pulsion contraire à ce qu'il rejette. Par exemple, une personne pudique, elle aura des tendances exhibitionnistes. Ou un parent qui ressent un sentiment de rejet pour son enfant va le surprotéger. Voilà, c'est l'inverse de ce qu'il ressent. Et donc il faut bien souligner que l'individu, il n'est pas conscient du tout de tout ce qui se joue, il ne reconnaît pas le désir qu'il rejette, et il ne se rend pas compte qu'il développe des impulsions pour le dissimuler. C'est comme si en fait il s'auto-trompait, mais c'est pas délibéré. Voilà, voilà. Il était chaud ce live, je l'admets, je suis navrée. Donc en troisième place, nous avons le lapin amusant, suivi de lemming honnête. En première place, nous avons le lion de mer magique, suivi du requin et de l'éléphant. Bien joué à vous. Alors, je vais vous faire le petit sondage pour le live de la semaine prochaine. Dans 2 semaines, plutôt, excusez-moi. Et puis, je vais aller voir Lego Master. Il faut que j'aille me doucher d'abord et tout. Oh là 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 là. Vite. Alors, bonheur amoureux et sexuel et sexe. On va mettre, voilà. Agilité émotionnelle et violence sexuelle. Voilà, j'espère que ça passe. Ouais, je pense. Le camion des mes boutons ont le public. Oh! Il suffit de voir dans ta vie pour savoir lequel est le mien. T'as besoin de tu connais le prochain? Oui, parce que sur comment ça s'appelle? Sur Discord et sur Insta, c'est les mêmes résultats pour le coup. Mais écoutez, dans le doute, il y en a qui n'ont pas voté sur Insta ni Discord, donc on sait jamais. Et coucou Chris, comment ça va?
Se doucher, c'est dépassé, il faut préserver les ressources hydriques. Tu as raison, je vais rester comme ça, toute suante sur mon canapé, à regarder des Legos que je pourrais jamais construire. Tu as raison, tu as raison. J'ai pas le sondage. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer comment ça se passe sur téléphone? Je pense qu'il faut qu'elle monte ou il s'affiche quelque part, c'est sûr. Il est peut-être épinglé, je ne saurais pas trop dire. J'ai essayé. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Ça apparaît, mais ça me change. Remonte peut-être le chat. Je sais pas. Je vais sur Insta. Voilà, va sur Insta. Ou sur Discord, t'inquiète. Il faut garder le muscle pour attirer les autres à la fois et faire fuir les hommes. Mais ça va très bien et toi, Chris? Comment ça va? Bon début de semaine, hein? Normalement, il s'affiche en haut, il y a juste à cliquer sur voter. Ah, merci Katsu. Mais de toute manière, effectivement, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Bon, après, il faut comprendre que ça va être un sujet assez compliqué. On va réfléchir à un message à mettre en trigger warning. Mais voilà, c'est un sujet qu'on va avoir sur plusieurs semaines. Et voilà, ça va être un peu hard, hein. Mais bon, je pense que ça reste des sujets importants qu'il faut aborder, donc c'est bien. Ok, ça sera ça. Bon, bah bien joué. Et bonne soirée, Roxy Fred. Ça va, le temps c'est vrai, ça fait du bien. Oh, vous avez de la chance, ces gens pour qui le temps s'est rafraîchi, hein. Nous, on a du vent, mais c'est toujours la chaleur. Bon, à partir de demain, on passe de 32-33 à entre 27 et 29. On va pas se plaindre, mais bon. Bah, je pourrais pas expliquer pourquoi, désolé. De quoi? De quoi? Expliquer quoi? Alors, je vais juste checker du coup combien de likes on va avoir sur ce sujet. On va en avoir deux. Bon, ils vont être costauds, hein. Ils vont être très costauds. Mais bon, ça va être intéressant quand même. Faut venir dans le nord, il fait bon. Non, ça va aller. Je suis quand même bien dans mon sud. Sur la vidéo, pour que ça affiche. Sur la vidéo? Ah, d'accord, ok. Oui, bon, de toute manière, voilà. Et comme ça, tu en auras des personnes qui veulent coucher avec leur famille, comme on dit. Une sœur de... Oh, mais c'est horrible! Mais oui, non, mais ça va. Mais après, je te rappelle que moi, je consulte à distance. Donc voilà, je peux avoir des gens de partout. Donc voilà, j'en ai déjà sur l'autre continent. C'est plutôt pas mal. Mais ouais, non, ça va aller. Il est 9h, je vais louper Lego Master. On y va. Allez, on se retrouve demain vers 17h30. Voilà, dans ces eaux-là, le temps que j'arrive, que je me prépare, tout ça. Sur un nouveau jeu, Chance of Scénar. Voilà, on va découvrir ça ensemble en espérant qu'il n'y ait pas de bug. Et puis voilà, hein. J'espère que ça va être cool. Et comme ça, voilà. Et des bisous, à demain. Merci, bonne soirée. Allez, je vous fais plein de bisous. Merci pour votre participation. Merci d'être présent comme d'habitude. Et puis je vous dis à demain vers 17h30. Voilà, pour un nouveau jeu. On est tout content. Allez, des bisous, bonne soirée. À demain.